Le bruit de la bière éclaboussant une veste usée fit tourner toutes les têtes dans le bar Harbor Line. « Oups, désolé ma belle. » Sanchez, un évicile aux bras gros comme des cuisses, ricana en regardant la femme seule devant lui, sa barbe dorée dégoulinant sur le denim imbibé. Morgan Reed, 35 ans, releva lentement son téléphone du comptoir en bois poli. Ses cheveux châtain clair, noués à la va-vite en un chignon désordonné, laissaient tomber quelques mèches rebelles autour d'un visage fatigué, mais lumineux. Ses yeux verts, presque trop clairs pour être vrais, fixaient la tache de bière sur son t-shirt gris avec l'expression lasse de quelqu'un qui vient d'enchaîner 12 heures aux urgences. « C'est pas un endroit pour les touristes, ma jolie !» lança Sanchez en se penchant vers elle, son haleine chargée de whisky. Sous la lumière néon, son crâne rasé luisait, et le t-shirt bleu marine moulait son torse de colosse. « Le Harbor Line, c'est pour les vrais guerriers. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. » Ses 4 coéquipiers éclatèrent de rire, se tapant dans les mains comme des gamins satisfaits. Une 50aine de clients, presque tous militaires ou anciens soldats, observaient la scène avec l'attention d'un public en quête de spectacle. Les téléphones sortaient déjà des poches, prêts à filmer. Morgan, impassible, tira quelques serviettes du distributeur et épongea calmement la tâche, avec les gestes précis d'une infirmière nettoyant une plaie. Le rire de Sanchez monta encore d'un ton, persuadé que son silence était celui de la peur. « Eh, je te parle » grogna-t-il, refermant sa main énorme sur le poignet de Morgan. Plus tard, quand les vidéos virales auraient envahi les réseaux, Sanchez pourrait désigner l'instant exact où il avait commis l'erreur de sa vie. Celui où ses doigts avaient frôlé la peau marquée d'une cicatrice circulaire, vestige d'une vieille balle. Ce qui suivit allait devenir l'incident militaire le plus visionné de l'histoire d'Internet. Quelques secondes plus tard, Sanchez se retrouva la tête plaquée contre le comptoir, le bras tordu dans un verrou parfait. Le silence tomba sur tout le bar. Personne n'avait vu Morgan bouger. Dans un coin, le Master Chief Donnelly, occupé à siroter son 3e whisky, posa son verre d'un geste sec. 25 ans, dans les opérations spéciales, lui avaient appris à reconnaître certaines choses. La façon dont Morgan était passé de la position assise à debout, l'angle précis de la clé de bras, la répartition du poids. Tout cela parlait d'instinct, de réflexes forgés par des milliers de répétitions, dans des contextes où l'échec signifiait la mort. « Lâchez-le !» ordonna la capitaine Monroe, seule femme de l'équipe de Sanchez. Ses cheveux blonds tirés en chignon réglementaire, son port d'officier imposèrent le respect. « Vous venez d'agresser un Navy SEAL des États-Unis. Vous savez dans quel pétrin vous venez de vous mettre ?» Morgan relâcha la prise et se rassit comme si rien ne s'était passé. Elle reprit son téléphone, le consulta brièvement, puis le reposa avec lenteur. Chaque geste était mesuré, tranquille, comme si elle économisait ses forces pour une autre longue nuit. Sanchez, rouge de honte, se massa le poignet, la peau marquée par la pression de sa main. « Coup de chance » marmonna-t-il, mais ses yeux disaient autre chose. La peur de ne pas comprendre. Jamais, en toutes ces années d'entraînement, il n'avait été mis au tapis aussi vite ni aussi proprement. « Un verre d'eau, s'il vous plaît » dit Morgan au barman d'une voix douce avec cet accent du Midwest qui adoucissait ses mots. « Avec des glaçons. » Nick, le barman, ancien ranger couvert de tatouages militaires, la dévisagea avec curiosité tout en remplissant le verre. 3 ans à servir dans ce bar, et il pensait avoir tout vu. Bagarre, vantardise, égo blessé. Mais cette femme-là était différente. Sa demande d'eau plutôt que d'alcool, la façon dont son regard avait déjà identifié les sorties, les objets utilisables comme armes et les visages potentiellement dangereux, tout cela trahissait une formation qu'aucun stage de self-défense ne pouvait offrir. C'était du Krav Maga, marmonna une voix éraillée depuis un coin sombre. Henderson, vétéran à la barbe grise et à la veste d'armée délavée, vacilla en se levant. Ses yeux, malgré l'alcool, brillaient d'une lucidité terrible. Pas la version de salle de sport, la vraie. Celle qu'on apprend quand l'échec signifie qu'on rentre dans un sac mortuaire. Bêtise, lança Kozlov, un colosse de 250 livres, contracteur privé, son accent slave épaissi par le rire. Un coup de bol, la petite infirmière a dû voir un tuto sur YouTube. Le mot infirmière fit frémir la foule. Quelqu'un l'avait reconnu, on l'avait déjà vu en blouse à l'hôpital Pacific Crest Medical Center. L'histoire se forma d'elle-même.
Une soignante épuisée, par hasard, venait de mettre à terre un opérateur d'élite. La tension qui flottait dans le Harbor Line retomba un peu, remplacée par cette expectative familière qui précède les bagarres dans les villes de garnison. Travis, le videur, un ancien marine de près d'1,90 m, au visage marqué par des rencontres un peu trop proches avec des engins explosifs, s'avança prudemment. Mais le Master Chief Donnelly leva discrètement la main. Travis s'immobilisa aussitôt. Le regard du vétéran suffisait à dire « Laisse faire ». La porte du bar s'ouvrit dans un tintement. Elena Morales, badge de l'hôpital encore accroché à sa blouse, entra en coup de vent. Ses yeux repérèrent immédiatement Morgan, et une inquiétude évidente traversa son visage. 2 ans qu'elle travaillait côte à côte aux urgences du Pacific Crest Medical Center. Elena avait vu Morgan gérer des fusillades et des carambolages avec une sérénité qui dépassait la simple formation médicale. « Morgan !» lança-t-elle. Un léger mouvement de tête, presque imperceptible, lui répondit « Le message était clair, ne t'en mêle pas. » Elena s'assit au bar, à distance suffisante pour intervenir, mais pas assez près pour aggraver la tension. Sanchez, regagnant un semblant d'assurance, bomba le torse. « Joli coup de chance !» dit-il, d'une voix forte, mais la chance, ça tourne. On règle ça à l'ancienne. Un bras de fer, ici, maintenant. Ses camarades approuvèrent bruyamment. Ce terrain-là, ils le connaissaient. Un concours de force brute, sans finesse ni technique. Sanchez n'avait jamais perdu. Ses biceps avaient de la taille de certaines têtes humaines. Ses avant-bras semblaient être sculptés dans du câble d'acier. Morgan but une gorgée d'eau. « Non merci. »« Peur ?» lança la capitaine Monroe, d'un ton où perçait ce mépris que certains militaires réservent aux civils. « Je te comprends. C'est une chose de surprendre quelqu'un, c'en est une autre de l'affronter pour de vrai. » La foule grossissait. Des joueurs de billard avaient abandonné leur queue, des conversations s'éteignaient, un cercle se forma. Quelqu'un lança un live, plusieurs téléphones filmaient déjà, avides de capter l'affrontement du siècle. Un SEAL contre une civile, en plein bar militaire. Morgan posa calmement son verre et se tourna légèrement vers Monroe. « Dis-moi, capitaine, 3e phase de l'entraînement Bud S, 5e semaine. Quelle est la procédure standard pour le nœud sous-marin quand ton binôme fait une syncope en eau peu profonde ?» Le silence tomba comme une grenade dont on aurait retiré la goupille. La question était trop précise, trop technique pour venir d'une spectatrice. Le masque d'assurance de Monroe se fissura. « Comment tu sais ça ?»« Parce que la méthode qu'ils enseignent est mauvaise, » répondit Morgan d'une voix posée. « Leur position de récupération augmente de 30% le risque de noyade secondaire. N'importe quel médecin des forces spéciales qui a déjà géré un blackout en plongée le sait. » Derrière le bar, Nick s'était arrêté de nettoyer les verres. Ses mains reposaient à plat sur le comptoir. Il reconnaissait ce ton, celui d'une personne qui parle depuis l'expérience du terrain, pas depuis un forum ou une vidéo. « Prouve-le, » dit-il enfin, tirant un Glock 19 vide de sous le comptoir. « On s'en sert pour les cours de port dissimulés à l'arrière. Puisque tu sembles t'y connaître, montre-nous. Combien de temps pour le démonter à la main ?» Morgan jeta un regard au pistolet, puis à Nick. 17 secondes avec les outils, 2300. Nick éclata de rire. 23 ? Le record ici, c'est 32 secondes. Et c'est un gars de la Team 6 qui l'a établi. Allez, montre-nous. Sous le tabouret de Morgan reposait son sac médical. Un modèle de terrain, compact, étanche, bardé de capteurs et de matériel de diagnostic conçu pour les zones de guerre. Elle posa son verre, attrapa le Glock de la main gauche. Ce qui suivit allait inonder les réseaux, des millions de vues, des ralentis, des analyses par des experts en armement. Ses gestes étaient dépouillés, précis, sans la moindre hésitation. Pas de frime, pas de démonstration. Juste l'efficacité glaciale de quelqu'un qui a démonté cette arme des centaines de fois jusqu'à ce que le corps le fasse sans réfléchir. La glissière glissa, le canon sortit, le ressort se détacha. Chaque pièce fut alignée sur le bar, parfaitement orientée, comme dans un atelier d'armurier militaire. 4 secondes, annonça Nick, incrédule, la voix pleine d'un respect mêlé d'effroi. Le Harbor Line s'était figé. Une seule main, une seule démonstration, et le bar entier s'était tu. Seul un vieux morceau de rock classique murmurait encore dans les enceintes. Même les joueurs de billard avaient suspendu leur partie,
queue posée, regard figé sur la scène. Sanchez restait pétrifié, son défi de bras de fer oublié, incapable de concilier ce qu'il venait de voir avec ce qu'il croyait savoir. « Tu sens la mort », lança Henderson, titubant en s'approchant, ses yeux injectés de sang fixés sur Morgan, avec la reconnaissance trouble de ceux qui ont déjà traversé les mêmes enfers. Pas la mort des hôpitaux, l'autre. Celle qui colle à la peau dans les endroits où la Convention de Genève sert juste de papier toilette. « Ça suffit, le vieux », grogna Kozlov en se levant de sa table. Sa carrure énorme projetait une ombre lourde sur le plancher alors qu'il avançait. La petite infirmière insolente a besoin d'une leçon de respect. Chez moi, on sait remettre à leur place les femmes qui oubliaient la leur. La tension monta d'un cran, palpable, électrique. Travis, près de la porte, glissa instinctivement la main vers la batte rangée derrière le comptoir. Helena se redressa à moitié, prête à intervenir. Mais Morgan, elle, ne bougea pas. Seuls ses pieds, légèrement repositionnés sous le tabouret, trahissaient une vigilance absolue. Quand Kozlov attaqua, ce fut avec la certitude arrogante d'un homme qui n'a jamais perdu un combat qui comptait. Son mouvement était d'une brutalité méthodique, typique d'un mercenaire aguerri. Main directe vers l'épaule, force écrasante, domination immédiate. Il n'eut pas le temps de finir son geste. Morgan accompagna la prise au lieu de la bloquer. Elle se servit de sa propre inertie contre lui. Son corps pivota, son poids se déplaça, et en un instant, le colosse perdit l'équilibre. Un balayage précis fit sauter sa cheville, un coude s'enfonça dans son plexus solaire avec la rigueur chirurgicale d'un professionnel. Son souffle s'éteignit net. Avant même que son cerveau comprenne, Kozlov gisait au sol, à genoux, suffocant, incapable d'inspirer. Morgan, elle, n'avait même pas quitté son tabouret. Son verre d'eau à la main, elle observait la scène comme si elle venait d'écraser un moustique. Mais ceux qui avaient l'œil et les caméras virent les détails, les micro-ajustements de ses appuis, la précision des points d'impact, la séquence codifiée des 3 frappes. C'était de la close quarter, combat pur, enseigné à un niveau où la survie dépend de la perfection du geste. « Qui t'a appris ça ?» demanda une voix grave depuis l'entrée. Tous se retournèrent. Un homme venait d'entrer, escorté par 2 officiers. Le colonel Harlan, un militaire à l'ancienne, forgé dans les zones que les journaux ne mentionnent jamais. Son regard se planta dans celui de Morgan, comme un prédateur reconnaissant un autre prédateur. Elle se tourna lentement vers lui. Pour la première fois depuis le début, une expression différente traversa son visage, ni peur, ni défi, juste une fatigue profonde, celle de quelqu'un qui espérait éviter ce moment depuis longtemps. Le colonel avança, ses aides de camp encadrant ses flancs. Les clients s'écartèrent d'eux comme une mer qui s'ouvre. Ce n'était pas un simple gradé, c'était le colonel David Harlan, commandant du Naval Special Warfare Group 1, l'homme qui décidait quelle mission comptait vraiment. « J'ai posé une question, répéta-t-il. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas du combat rapproché standard, même pas du niveau force spéciale, c'est autre chose. » Dans un coin, le Master Chief Donnelly parlait déjà au téléphone. Voix basse. Ton pressé. Son visage buriné avait pâli sous le bronzage permanent. Il avait reconnu ce mouvement de 4 secondes, vu dans des briefings sans enregistreur, dans des salles où les noms n'existaient pas. Sanchez, enhardi par la présence du haut commandement, se redressa et rejoignit ses camarades. Ensemble, ils formèrent un demi-cercle, bloquant Morgan entre eux et le comptoir. Rien d'ouvertement menaçant. Mais le message était limpide. Tous ceux qui ont servi ont un nom de code, lança Sanchez d'une voix qui portait jusqu'au fond du bar. Son assurance revenait. Si t'es vraiment qui tu prétends être, une opératrice, alors dis-le. C'est quoi ton indicatif ? Le silence s'épaissit. Les téléphones continuaient d'enregistrer, fascinés. Morgan posa lentement son verre sur le bois, laissa les glaçons s'entrechoquer dans un tintement presque solennel. Son regard passa de Sanchez à Monroe, puis au colonel Harlan. Dans ses yeux verts brillait quelque chose qui fit inconsciemment reculer les soldats les plus aguerris. « Je n'ai pas d'indicatif, » dit-elle enfin. « Des conneries, » coupa Monroe, le ton sec. « Tout opérateur en a un. C'est pas facultatif. »« C'est culturel, » fit Monroe, presque méprisante. « Une question d'identité. Et toi, tu mens. » Un murmure parcourut la foule. Tout le monde ici savait qu'elle disait vrai. Dans les cercles militaires, un indicatif d'appel, un call sign, c'était aussi sacré qu'un grade ou un numéro de série.
Ces surnoms n'étaient pas choisis, ils étaient gagnés. Un acte marquant, une bourde inoubliable, ou une particularité qui vous suivait toute une carrière. Prétendre avoir été opérateur sans en porter un, c'était comme se dire chirurgien sans savoir tenir un scalpel. Dehors, à travers les vitres teintées du Harbor Line, un SUV noir se gara brusquement, crissant sur le bitume. Le moteur resta allumé. À l'intérieur, quelqu'un décrocha son téléphone, un appel qui allait tout bouleverser dans ce bar pourtant tranquille de Harbor Line. À l'intérieur, Sanchez s'avança, ses frères d'armes se regroupant autour de lui. Ils encerclaient désormais Morgan, 5 opérateurs d'élite formant un mur de muscles entre elle et la sortie. Le message était clair, cette discussion ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas de réponse. « Dernière chance !» gronda Sanchez, la voix basse et menaçante. « Dis ton indicatif ou on considérera que t'es juste une mythomane qui joue aux soldats. Et crois-moi, ici, les voleurs de gloire, on les tolère pas. » L'air vibrait. Ce n'était plus un simple affrontement. C'était devenu une question d'honneur, de légitimité. La frontière invisible entre ceux qui avaient servi et ceux qui prétendaient l'avoir fait venait d'être tracée. Autour d'eux, le public observait, hypnotisé, comme devant une arène de gladiateurs. Sous le comptoir, Morgan fit glisser discrètement son smartphone renforcé, un modèle aux normes militaires, équipé d'un chiffrement de bout en bout et d'un lien satellite indépendant. Un appareil conçu pour rester fonctionnel 3 jours entiers sans recharge, même dans les pires de conditions. Au fond du bar, le Master Chief Donnelly raccrocha le sien. Ce qu'il venait d'entendre venait de changer la donne. Il se leva lentement, chaque mouvement mesuré, son corps massif imposant sans effort le silence. « En position de repos, lieutenant, » dit-il simplement. Sa voix portait l'autorité de celui dont les ordres avaient déjà sauvé des vies ou condamné des hommes médisants à mourir. Sanchez se tourna, déstabilisé. « Chef, cette femme vient de... » « J'ai dit repos, coupa Donnelly d'un ton sec. Maintenant. Les cils hésitèrent, pris entre la loyauté envers leurs camarades et l'instinct d'obéissance envers un supérieur légendaire, ils reculèrent d'un pas. Donnelly, ancien héros des unités spéciales, restait une légende vivante même après sa retraite. Son nom circulait encore dans les messes des équipes du monde entier, murmuré avec respect. Mais Sanchez refusa de lâcher prise. « Elle ment sur ce qu'elle est, chef. Elle doit répondre. C'est quoi son indicatif ?» Une voix répondit derrière lui, calme, profonde. « Elle est à moi. » La porte du Harbor Line s'ouvrit violemment, frappant le mur. Un homme entra, essoufflé mais droit, en civil, jeans, polo bleu marine, rien d'un uniforme, mais tout dans son port de tête trahissait la haute hiérarchie, l'amiral Porter. Son autorité emplissait la pièce comme une déflagration silencieuse. En quelques secondes, son regard balaya la salle, les opérateurs, le contracteur encore à terre, Morgan assise, immobile. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur elle, et son visage changea. Quelque chose entre la stupeur et une douleur ancienne, Morgan soutint son regard. Et pour la première fois de la soirée, sa façade impassible se fissura. Ses épaules se raidirent, ses mains, jusque-là parfaitement immobiles, tremblèrent donc légèrement. Pas de peur, de souvenir, de reconnaissance. « Amiral », intervint le colonel Harlan, visiblement perdu face à cette intrusion inattendue. « Nous avons une situation ici. »« Silence !» fit Porter d'un geste. Il s'avança, 3 pas, pas un de plus, son regard toujours rivé sur Morgan Reed. Le silence tomba, total. Même la musique s'était tue. « Dis-le », ordonna Sanchez, croyant percevoir dans cette arrivée une confirmation de ses soupçons. « Dis ton indicatif, ou admets que t'es une imposture. » Morgan se leva lentement de son tabouret. Elle n'était pas grande, pas impressionnante par la taille, 5 pieds 6, à peine. Mais sa posture, l'équilibre parfait de ses appuis, la tension maîtrisée dans ses épaules, cette densité d'énergie prête à exploser, tout en elle imposait le respect instinctif du prédateur, devant plus fort que lui. Ses yeux verts croisèrent ceux de Sanchez, et il sentit, sans comprendre pourquoi, le besoin absurde de reculer d'un pas. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un souffle, mais chaque mot se propagea jusqu'au fond du Harbor Line, comme porté par le silence lui-même. « Spectre One !» L'effet fut foudroyant. Sanchez, qui levait une bouteille de bière vers ses lèvres, resta figé, le geste suspendu dans l'air. Son bras se bloqua net, les muscles contractés comme sous une décharge.
La bouteille glissa de ses doigts engourdis, tombant au ralenti avant d'éclater dans un fracas sec. La bière se répandit sur le parquet de bois, mousse dorée s'étalant en flaques brillantes, tandis que la stupeur déferlait dans le bar. Personne ne bougeait. L'air vibrait comme après une explosion. Elena, réflexe d'infirmière, fit un pas vers Sanchez. Il venait de blanchir comme s'il avait vu un fantôme. « Nom de Dieu !» murmura le Master Chief Donnelly, sa voix brisant le silence. Son téléphone tomba sur la table, tandis qu'il reculait d'un pas, le visage vidé de toute couleur. 25 ans d'opérations spéciales dans les pires zones du globe, et pourtant, il paraissait comme frappé par une apparition. La réaction se propagea dans la salle comme une onde de choc. Monroe porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés, reconnaissant dans ce nom un écho de dossiers classifiés, de rapports qu'on ne lit que dans des pièces verrouillées. Derrière le comptoir, Nick laissa échapper le verre qu'il essuyait. Le cristal se brisa dans un éclat sec. Même le colonel Harlan, pourtant vétéran de 2 décennies de conflit, chancela d'un pas. « Non !» souffla Henderson depuis son coin. Ses jambes cédèrent et il tomba à genoux, le regard fixé sur Morgan avec une révérence quasi religieuse. « La tireuse fantôme !» murmura-t-il. « C'est elle, la tireuse fantôme !» Au sol, Kozlov, encore haletant, leva lentement la tête. Malgré la douleur, la reconnaissance se peignit sur son visage. Dans le milieu des contracteurs, certains noms dépassaient la légende, des mythes. Des avertissements murmurés autour des feux de camp dans les zones de guerre. « C'est impossible, » balbutia Harlan, sans y croire lui-même. « Tu es morte à Ravenfall. Toute l'unité a été déclarée KIA. J'ai lu le rapport moi-même. » L'amiral Porter s'avança d'un pas, puis fit quelque chose d'inconcevable. Cet officier supérieur, 2 étoiles sur l'épaule, commandant du Naval Special Warfare Command, mit un genou à terre devant elle. « Master Chief Spectre, » dit-il, la voix serrée. « Je suis désolé, tellement désolé de ne pas t'avoir reconnu. » Un nouveau raz de marée secoua la pièce. Les téléphones qui filmaient encore devinrent soudain les objets les plus précieux du pays. Les directs, d'abord anodins, explosaient à présent. Les sections commentaires s'enflammaient, les spectateurs tentaient frénétiquement de comprendre qui était cette femme, cette légende oubliée. Chaque caméra, chaque angle, captait le moment où une simple infirmière épuisée devenait, en direct, la tireuse d'élite la plus redoutable de toute l'histoire des forces spéciales américaines. Sanchez s'effondra sur un tabouret, vidé, brisé. La bière renversée atteignait ses bottes, mais il ne la voyait même plus. Son esprit luttait pour concilier la femme assise devant lui avec les récits entendus, classifiés, ceux qu'on chuchotait entre opérateurs. 127 cibles confirmées, murmura quelqu'un dans la foule. Le chiffre flotta dans l'air comme un coup de tonnerre. Monroe, la voix tremblante, réussit à parler. « Vous êtes la seule femme à avoir terminé la sélection de la Shadow Group, la seule opératrice principale de la Task Force Ironclad. Opération Ravenfall, ajouta Donnelly, la voix grave, 15 octobre 2014. La mission la plus réussie des opérations, officiellement échouée. Les écrans de téléphone clignotèrent toujours, capturant chaque mot, chaque regard. L'amiral Porter se releva lentement, ses genoux craquant, son visage marqué par l'émotion. Il se tourna vers la salle entière. « Ce que vous allez entendre ne doit pas quitter ces murs, » déclara-t-il d'un ton solennel, bien que chacun sache que c'était déjà trop tard. Les directs diffusaient à des milliers de spectateurs, bientôt des millions. Le Master Chief Morgan Reed, indicatif Spectre One, est l'opératrice la plus décorée de l'histoire des forces spéciales américaines. Et il y a 10 ans, elle n'existait pas. Le silence qui suivit n'avait plus rien à voir avec celui, incrédule, d'un instant plus tôt. Celui-ci avait un autre poids, celui de la reconnaissance. Tous comprenaient désormais qu'il se trouvait face à quelque chose d'exceptionnel. Même la musique s'était tue, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Morgan Reed restait debout, droite, immobile. Ses mains, un instant tremblantes, s'étaient apaisées. Elle ressemblait à ce qu'elle prétendait être depuis le début, une soignante épuisée à la fin d'un interminable service. Sauf qu'à présent, tout le monde voyait ce qu'elle avait caché à la lumière du jour. La précision du port, l'équilibre parfait de son corps, les cicatrices sur ses avant-bras, pas celles d'un bistouri, mais d'éclats et de balles. Et ce regard vide, lointain,
celui de ceux qui ont vu l'humanité se déchirer et qui ont choisi, malgré tout, de la recoudre. L'amiral Porter reprit, la voix lourde du poids des décisions qui ne cessent de hanter un commandant. « Opération Ravenfall », dit-il lentement. 6 opérateurs insérés dans le nord du Pakistan pour exfiltrer 73 civils, travailleurs humanitaires et familles, d'un complexe encerclé par des forces insurgées. Les renseignements parlaient de « résistance légère ». Il marqua une pause, avalant difficilement sa salive. Toute la salle retenait son souffle. Les renseignements se trompaient, c'était un piège. 300 combattants, des armes lourdes, le périmètre était déjà bouclé avant même que l'équipe touche le sol. 5 des 6 opérateurs sont tombés dans les 15 premières minutes. Un murmure parcourut les militaires présents. Tout le monde savait ce que signifiait un ratio de 300 contre 1. Ce n'était plus une mission, c'était une condamnation à mort. Le fait que quelqu'un ait survécu, reprit Porter, que la mission ait été menée à bien, défiait toute logique. Spectre One a tenu le complexe 16 heures, seule, contre un bataillon entier. Elle a sauvé les 73 civils. Elle les a conduits jusqu'à la zone d'extraction. Elle a couvert les hélicoptères pendant qu'ils embarquaient. Et elle l'a fait après avoir vu mourir tous les siens, un par un. La salle resta figée. Les mots pesaient comme une prière funèbre. Sanchez semblait prêt à vomir. Monroe, elle, pleurait sans retenue. Son maintien militaire réduit à néant par le choc. Même Kozlov, enfin capable de respirer, s'était redressé, le regard empreint d'un respect qu'aucun grade ne commande. « Omar », murmura Morgan, rompant le silence. Un nom. 2 syllabes lourdes comme un souvenir. 8 ans, continua-t-elle. Sa sœur, Leila, en avait 6. Il faisait partie du dernier groupe à évacuer. Leila avait été blessée à la jambe. Omar refusait de la laisser derrière. Elle marqua une pause. Ses yeux verts semblaient voir à travers les murs, bien au-delà de ce bar et de ce présent figé. « Je les ai portés tous les 2, dit-elle. 200 mètres à découvert. Chaque tireur de la vallée nous visait. Et le petit me disait, entre 2 respirations, « Je serai courageux, madame. Je serai courageux comme vous. » 8 ans. Et c'est lui qui essayait de me rassurer alors que les balles sifflaient tout autour. Helena comprit alors cette paix étrange qu'elle avait toujours perçue chez Morgan. Ce calme absolu face au chaos. Ce n'était pas de la maîtrise, c'était la paix de quelqu'un qui a déjà affronté le pire et qui a choisi de continuer malgré tout. Le rapport officiel te déclare Kaya, dit le colonel Harlan, sa voix devenue presque respectueuse. Comment ? Parce que je devais l'être, répondit Morgan simplement. 67 blessures. Éclats, balles, brûlures. Je suis morte 2 fois pendant l'évacuation. J'ai passé 8 mois au Fort Liberty Medical Center, sous un nom d'emprunt. Quand j'ai enfin quitté l'hôpital, il ne restait plus rien. Mon équipe, ma vie, mon identité. Tout avait été effacé, classifié. Alors le Master Chief Morgan Reed est morte dans cette vallée. Et moi, je suis devenue juste Morgan, l'infirmière, celle qui sauve, au lieu de tuer. Personne ne parla. La transformation de la plus redoutable tireuse d'élite des forces spéciales à une simple soignante dépassait l'imagination. Ce n'était pas une fuite, c'était une rédemption, un choix. Soudain, une sonnerie fendit le silence, tranchante comme une lame. Morgan sortit son téléphone. Pas un modèle civil, mais un appareil renforcé, bardé de sécurisation et d'un écran saphir. Elle jeta un œil à l'appelant. Son masque de calme se fissura une 2e fois. Elle décrocha au 2e signal. Crossroad. La voix à l'autre bout n'était audible que pour elle. Mais ce qu'elle entendit vida son visage de toutes couleurs. Porter s'approcha, devinant l'expression de quelqu'un qui vient de recevoir une nouvelle catastrophique. « Quand » demanda Morgan d'une voix ferme, malgré le tremblement revenu dans ses doigts. Une pause. « Combien » ? « Une autre. »« Compris, envoie le dossier. » Elle raccrocha, resta immobile un instant, le téléphone pendant au bout de sa main. La salle entière savait que quelque chose venait de basculer. « C'était Arlington Command Center », dit lentement Porter, la gorge serrée. Ce n'était pas une question. Une seule organisation pouvait mettre cette expression sur le visage d'une femme qui avait tenu tête à 300 combattants sans jamais trembler. Morgan hocha lentement la tête. « Omar », dit-elle, la voix basse, « le petit garçon de Ravenfall, il a 18 ans maintenant. Il dirige une école pour filles à Keeble, avec sa sœur, Layla.
Les insurgés l'ont enlevé il y a 3 jours. La nouvelle s'abattit sur la pièce comme une détonation sourde. L'enfant qu'elle avait sauvé, au prix de tout ce qu'elle était, avait de nouveau besoin d'elle. Ils veulent ni s'en servir comme monnaie d'échange, continua-t-elle, son ton gagnant en force. Il est devenu un symbole, le garçon qui a survécu à Ravenfall, celui qui a bâti des écoles là où les talibans les brûlaient. Ils vont l'exécuter publiquement dans 72 heures, à moins que Spectre One ne revienne d'entre les morts, termina l'amiral Porter. Un souffle collectif parcourut le bar. Cette fois, ce n'était plus une histoire du passé, c'était le présent et le futur qui frappaient à la porte. Et face à Morgan Reed, le monde lui demandait de tout sacrifier une seconde fois. Sanchez retrouva enfin sa voix, rauque, brisée. « Tu ne peux pas. Tu n'es plus une soldate. T'es infirmière maintenant. Tu sauves des vies, pas dans les endroits où il n'y a pas d'hôpital. » Morgan se tourna vers lui, posément. L'infirmière était toujours là, mais derrière elle, on distinguait clairement l'ombre de l'opératrice, celle qui avait redéfini les limites de l'impossible. « Tu crois que j'ai choisi la médecine d'urgence par hasard ? Chaque blessure par balle qui passe sur ma table, chaque patient entre la vie et la mort, je revois mon équipe. Je revois les 73 civils que j'ai sortis de l'enfer. Je revois Omar et Leila. Et j'essaie de rétablir l'équilibre. Mais les balances ne s'équilibrent jamais. Non, jamais, grogna Henderson depuis le sol, lucide malgré l'alcool. Pas pour des gens comme nous. Monroe essuya ses larmes du revers de la main et retrouvant peu à peu son maintien militaire. « Qu'est-ce qu'il te faut » demanda-t-elle simplement. La question flotta un instant dans l'air, et avec elle, l'atmosphère changea radicalement. Les anciens adversaires étaient devenus des alliés potentiels. Dans chaque regard, on lisait la même chose, compréhension, respect, fraternité silencieuse. Morgan balaya la salle du regard. Les visages fixés sur elle étaient ceux des mêmes hommes et femmes qui, quelques heures plus tôt, l'avaient méprisée, défiée ou attaquée. Et pourtant, maintenant, tous savaient. Certains combats dépassaient les rancunes, les hiérarchies, les égos. « J'ai besoin de passer un appel, » dit-elle enfin. « Et ensuite, j'aurai besoin de disparaître. » Porter hocha la tête. « Tout ce qu'il te faut. Soutien total. Officieusement, bien sûr. Officiellement, Spectre One est toujours morte. »« Et elle doit le rester, » répondit Morgan, du moins sur le papier. Le Master Chief Donnelly s'approcha alors, sortant de sa poche une challenge coin ternie par les ans. Ce n'était ni son insigne SEAL, ni sa médaille d'unité. C'était quelque chose de plus ancien. Les symboles gravés sur le métal dataient d'avant la guerre contre le terrorisme. Il la posa doucement sur le comptoir, devant elle. « Task Force Ironclad », dit-il. « Mon frère y était, sergent-chef Mickey Donnelly. Tu le connaissais sous le nom de Rodeo. » La main de Morgan trembla un instant au-dessus de la pièce. Quand elle la prit, ses doigts caressèrent les bords usés comme on touche une relique sacrée. « Il parlait souvent de toi, » murmura-t-elle. « Il disait que son petit frère deviendrait le meilleur Master Chief que la Navy ait jamais eu. » Donnelly eut un sourire amer. Il avait raison. Un frisson parcourut la salle. Ce moment, suspendu entre passé et présent, liait les vivants et les morts. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une femme qu'on redécouvrait, c'était celle de tous ceux qui avaient servi, aimé, perdu, et qui continuaient coûte que coûte. Dehors, le ronronnement des moteurs monta. Le parking du Harbor Line se remplissait de SUV noirs et de berlines banalisées. Ce que Morgan avait déclenché était déjà en mouvement. « Je dois y aller », dit-elle simplement. Sanchez fit un pas vers elle, non pas dans un geste d'agression, mais d'humilité, comme un homme approchant un animal sauvage qu'il a blessé sans le vouloir. « Je suis désolé, » dit-il, chaque mot semblant lui coûter, pour la bière, pour le ton, pour tout. « Je ne savais pas. » Morgan esquissa un sourire fatigué. « Tu n'étais pas censé savoir, » répondit-elle doucement. « C'était le but. »« Mais moi, j'aurais dû le voir venir. » Sanchez insista, la voix étranglée par le remords. « La façon dont tu bouges, les connaissances. J'ai laissé mon ego m'aveugler. Mes gars et moi, on s'est déshonorés ce soir. » Morgan l'observa un long instant, puis, contre toute attente, posa une main sur l'épaule massive de l'homme. Malgré la différence de gabarit, c'est Sanchez qui parut soudain minuscule. « Tu es un bon opérateur, » dit-elle calmement.
Ton dossier le dit, 3 Bronze Stars, 2 Purple Hearts, opération réussie en Irak et en Syrie. Mais être bon dans le boulot, ce n'est pas comprendre ce que le boulot coûte. Ce soir, tu as appris quelque chose. La question, c'est ce que tu vas faire de cette leçon. Elle le dépassa et se dirigea vers la porte. Monroe l'interpella. « Attends. La mission. Omar, tu ne peux pas y aller seul. Pas encore. » Morgan s'arrêta, la main sur la poignée. En se retournant, quelque chose dans son regard fit redresser tous les soldats dans la pièce. « J'ai été seul pendant 10 ans, dit-elle. Mais Omar n'est pas seul. Il a sa sœur, ses élèves, sa communauté. Ils comptent tous sur lui pour revenir comme ces 73 personnes comptèrent sur moi il y a 10 ans. La différence, dit Porter en comprenant l'implicite, c'est que cette fois, tu n'as pas à y aller seul. Cette fois, tu as du soutien. Officieux, ajouta vite le colonel Harlan, l'officier de carrière reprenant ses habitudes, totalement déniable mais réel. Morgan hocha la tête, un geste qui mêlait gratitude, détermination et adieu. Puis elle disparut, glissant hors du Harbor Line avec la même efficacité discrète qu'elle avait montrée toute la soirée. La porte se referma derrière elle d'un petit clic final. Le bar resta figé plusieurs secondes encore. Puis, comme si un sort avait été levé, tout le monde se mit en mouvement. Les téléphones devaient sortir, non pas pour poster, mais pour supprimer les enregistrements. Les directs furent à couper net. Un accord tacite s'était imposé. Ce qu'il venait de voir devait être protégé, pas exploité. Sanchez resta immobile devant la porte, le regard perdu. En 1 heure, son univers s'était effondré et recomposé. Ses coéquipiers se rassemblèrent autour de lui, la vantardise remplacée par une gravité nouvelle. « On va aider », déclara-t-il sans hésiter. Ce n'était pas une question. « On ne sait même pas où elle va », objecta Monroe, « ni quel est le plan, ou s'il y a un plan. »« Peu importe, répondit Sanchez, on lui doit ça. Je lui dois ça pour ce soir, pour Ravenfall, pour chaque vie qu'elle a sauvée pendant qu'on traînait dans des bars à faire les beaux. » Donnelly ramassa la challenge coin, laissée sur le bar. Le métal était encore tiède, comme si elle avait transmis quelque chose de chaud à son contact. « Je connais du monde, » dit-il simplement. « Des gens qui se souviennent de Spectre One. Des gars qui attendent depuis 10 ans une chance de faire ce qu'elle a fait pour leur frère d'armes. » Porter sortit son téléphone et commença à composer. Sa voix avait ce ton capable de déplacer des montagnes et d'ouvrir des portes bureaucratiques. « J'ai besoin d'une ligne sécurisée vers Jacques. Oui. Maintenant. Autorisation Tango 77, Ravenfall. » Le Harbor Line se transforma en quelques minutes d'un terrain de confrontation en un centre d'opération improvisé. Des tables furent rapprochées, des ordinateurs portables apparurent, des cartes s'affichèrent sur des écrans de téléphone. Les mêmes personnes, prêtes à se battre 1 heure plus tôt, travaillaient maintenant avec l'efficacité d'un mécanisme huilé. « Écoutez-moi », annonça Porter, la voix portée dans chaque recoin du bar. « Ce qui s'est passé ici ce soir ne sort pas d'ici. Les vidéos sont supprimées. Les histoires ne se racontent pas. Pour le monde, Morgan Reed reste une infirmière des urgences qui connaît quelques techniques de self-defense. Spectre One reste morte. Compris ? » Le chœur d'assentiment fut immédiat et sans réserve. Même Kozlov, debout, un bras appuyé sur la table pour calmer ses côtes meurtries, hocha la tête avec force. Dehors, Morgan était assise dans sa Honda Civic vieille de 10 ans, moteur en marche, levier de vitesse au point mort, les mains serrées sur le volant, jointure blanchie. La façade de calme qu'elle avait affichée toute la soirée se fissura enfin. Elle s'accorda 30 secondes de vulnérabilité. Son téléphone vibra. Un message chiffré, le dossier d'un tel venant de l'Arlington Command Center. Elle l'ouvrit, l'œil entraîné déchiffra les images satellites d'un complexe au nord-est qui ressemblait trop à la vallée où elle avait tout perdu il y a 10 ans. Des photos d'Omar, plus homme que l'enfant désespéré qu'elle avait connu, mais avec les mêmes yeux doux et le menton obstiné de Leila. Estimation des forces ennemies, date probable d'exécution, coordonnées. C'était impossible. Une seule opératrice, même de son calibre, ne pourrait extraire ces gens sans équipe, moyens et soutien. Son téléphone sonna encore. C'était Donnelly. 12 opérateurs prêts à partir, dit-il sans préambule, tous volontaires, tous avec de l'expérience de niveau tiers 1. Le transport est en cours d'organisation, le matériel se trouve. Morgan respira profondément. Le retour n'était plus une option.
C'était une nécessité. L'amiral Porter gérait déjà la partie diplomatique. Le colonel Harlan couvrait leurs arrières au Pentagone. Morgan ferma les yeux. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis 10 ans. Le poids réconfortant de ne plus être seule. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. « Parce que Spectre One a sauvé 73 vies quand tout le monde disait que c'était impossible, » répondit le Master Chief Donnelly. « Parce que Morgan Reed nous a prouvé ce soir que certaines personnes méritent qu'on y croie. Parce qu'Omar avait 8 ans et qu'il a essayé d'être courageux pour toi. Et que maintenant, c'est à notre tour d'être courageux pour lui. » Dans le rétroviseur, Morgan vit les opérateurs sortir du Harbor Line, se déplaçant avec une précision militaire vers leur véhicule. Sanchez était parmi eux, téléphone collé à l'oreille, donnant des ordres de la main libre. Monroe l'accompagnait, son arrogance d'autrefois remplacée par une détermination glacée. Les mêmes hommes et femmes qui avaient tenté de l'humilier 1 heure plus tôt mettaient désormais leur carrière, leurs habilitations, peut-être leur vie en jeu pour elle. « Dis-leur de se retirer, » dit Morgan. « Ce n'est pas leur combat. »« Avec tout le respect, Master Chief, » répondit Donnelly, « ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu nous as montré ce que le mot service signifie vraiment, ce que le sacrifice veut dire. Tu n'as plus à porter ça seul. Omar a besoin de toi, oui, mais toi, tu as besoin de nous. Et nous, on a besoin de ça, de faire partie de quelque chose qui compte. » La main de Morgan remonta instinctivement à son cou, là où ses plaques d'identité n'avaient plus pendu depuis une décennie. Le poids du commandement, de la responsabilité pour d'autres vies, se posa sur ses épaules comme un manteau familier. « Si on le fait, dit-elle lentement, on le fait bien. Pas de héros solitaire, pas de quête de gloire. On récupère Omar et Leila et on rentre tous ensemble. Tout le monde rentre cette fois. » Reçu 5 sur 5, Spectre One, répondit Donnelly, et elle entendit le sourire dans sa voix. Tout le monde rentre à la maison. Morgan enclencha la première et quitta le parking. Dans le miroir, son reflet la surprit. Pendant une seconde, elle ne vit plus l'infirmière fatiguée. Elle vit celle qu'elle avait voulu enterrer, l'opératrice qui refusait de mourir, même quand la mort était la seule option logique. « Omar, » murmura-t-elle dans le silence de la voiture, « je t'ai promis que je veillerais toujours sur toi. Tiens bon, petit frère, j'arrive. » Derrière elle, le Harbor Line était devenu une ruche. Des plans se traçaient, des ressources se mobilisaient, des réseaux s'activaient. La mécanique du non-officiel officiel s'enclenchait, parce que parfois, les missions les plus importantes sont celles qui n'existent pas sur le papier, menées par des gens qui, officiellement, n'existent plus, pour sauver ceux dont la vie vaut plus que tous les protocoles. L'histoire de ce qui s'était passé au Harbor Line ne figurerait dans aucun rapport. La confrontation entre un Navy SEAL et une infirmière serait reléguée au rang de querelle d'ivrogne, les vidéos expliquées par un malentendu. Mais pour ceux qui avaient été là, pour ceux qui avaient vu Morgan Reed redevenir Spectre One, ce soir deviendrait une légende. Un rappel que les héros marchent parmi nous, déguisés en gens ordinaires, menant des vies ordinaires. Que l'infirmière qui sauve des vies dans une salle d'urgence a peut-être déjà sauvé des vies sur des champs de bataille oubliés. Que le service prend 1000 formes et que la plus haute d'entre elles consiste peut-être à choisir de reconstruire plutôt que de détruire, de guérir plutôt que de tuer, de vivre dans le silence plutôt que dans la gloire. Et quelque part, dans une cellule du nord du Pakistan, un jeune homme de 18 ans nommé Omar murmurait le nom de sa sœur Layla, et celui d'une femme qui l'avait autrefois porté à travers l'enfer, lui promettant qu'il verrait un autre lever de soleil. Il ne savait pas encore que cette promesse allait être tenue par la dernière personne que ses ravisseurs s'attendaient à revoir, un fantôme revenu de Ravenfall, cette fois soutenu non pas par une équipe prête à mourir pour la mission, mais par une équipe prête à vivre pour elle, à se battre pour qu'enfin tout le monde rentre. 3 jours plus tard, un avion cargo anonyme se posa en pleine nuit sur la piste de Hawthorne Airfield. Officiellement, il n'existait pas. Les registres mentionnaient un simple vol logistique qui n'avait jamais eu lieu. Morgan descendit la rampe. L'air chaud du désert, l'odeur du kérosène et de la poussière lui ramenèrent 10 ans en arrière. Le bruit des rotors au loin. Le poids familier de l'équipement tactique sur ses épaules. Elle avait troqué sa blouse d'infirmière contre un uniforme multicam sans insigne, sans nom, rien qui puisse l'identifier si les choses tournaient mal. « Spectre One »
Bienvenue de retour dans le bac à sable, lança Donnelly, apparaissant dans l'ombre à côté d'une rangée de véhicules. Il portait le même équipement non réglementaire, le même air résolu. Derrière lui, 11 silhouettes attendaient. Sanchez, Monroe et 9 autres, tous volontaires, tous vétérans d'opérations spéciales, tous partis en congé pour une mission qui, officiellement, n'existerait jamais. La transformation de Sanchez était saisissante. Fini le cil arrogant qui avait renversé une bière sur une inconnue. À sa place se tenait un opérateur professionnel qui venait de passer 72 heures à organiser la logistique, les armements et le renseignement avec une concentration qu'on réserve d'habitude aux opérations de niveau national. « Citrep » lança Morgan, retrouvant la concision sèche du langage militaire comme si elle n'avait jamais cessé de respirer ainsi. « Omar est détenu dans un complexe à 20 km au nord-est de notre position, répondit Donnelly, dépliant une tablette qui affichait des images satellites. Même région que Ravenfall, mais une autre vallée. Les insurgés ont appris de la dernière fois, poste d'alerte avancé ici, là et encore là. Toute attaque aérienne est détectée 15 minutes avant l'arrivée. Ils t'attendent, précisa Monroe, son antagonisme du bar effacé par l'urgence du plan. Spécifiquement toi. Ils diffusent des messages depuis 3 jours. Le fantôme de Ravenfall devra regarder une autre famille mourir. Ils veulent que tu viennes. Morgan étudia la cartographie, ses calculs mentaux évaluant angle, distance et probabilité. Le complexe ressemblait à une forteresse, murs élevés, points d'accès réduits, hauteur dominante autour, des emplacements parfaits pour des tireurs. Un piège déguisé en mission de sauvetage. Ils ont plus que Omar, dit Sanchez. Leila est là aussi, et 12 autres enseignantes de leur école, toutes des femmes, condamnées à mort pour avoir enseigné aux filles. Le poids de ces mots s'abattit sur le groupe. Ce n'était plus une seule vie, c'était 14 vies, et le signal que leur mise à mort enverrait à quiconque oserait instruire des filles dans ces contrées. Morgan fit glisser son doigt sur l'image satellite, marquant des positions avec la précision de quelqu'un qui voit le champ de bataille en 3 dimensions. Une attaque conventionnelle ne marchera pas, dit-elle. Ils exécuteront tout le monde au premier signe d'approche. Il nous faut autre chose. Qu'est-ce que tu proposes ? Demanda Donnelly. Pour la première fois depuis des jours, Morgan esquissa un sourire. Ce n'était pas un sourire flatteur. Ils veulent le fantôme de Ravenfall, dit-elle. Donnons-leur exactement ce qu'ils attendent. La séance de planification qui suivit aurait pu faire réécrire des manuels de stratégie. Morgan déploya un plan à parts égales, génial et insensé. Retourner le piège des insurgés contre eux-mêmes, transformer leur force en faiblesse. Tout reposait sur un timing au millième de seconde, une confiance absolue entre équipiers et la volonté d'entrer en enfer avec pour seule armure l'habileté et la détermination. 48 heures plus tard, à l'aube, quand les premiers soleils peignirent l'Hindoue couche de nuances sang et or, une silhouette solitaire traversa la plaine vers le complexe. Morgan avançait délibérément. Lente, main visible et vide, se dirigeant droit vers la porte principale. Elle ne portait pas d'armure apparente ni d'armes visibles. Elle marchait au rythme mesuré de quelqu'un allant vers sa propre exécution. Les combattants la repérèrent à 1 kilomètre. Les radios crépitèrent d'impatience. Le fantôme de Ravenfall, la femme qui les avait humiliés 10 ans plus tôt, marchait droit dans leur piège, exactement comme prévu. Les assaillants coururent se placer, armes braquées sur la silhouette qui avançait à découvert. Discrètement, dans des positions dissimulées autour de la vallée, 12 opérateurs observaient au travers de leurs lunettes de visée. Chacun avait son secteur assigné, ses cibles, son instant pour agir, mais tout dépendait de la crédibilité de la supercherie. Morgan devait paraître venir seul, poussée par la culpabilité, prête à échanger sa vie contre celle d'Omar. Elle atteignit le périmètre extérieur. Une haie d'hommes armés l'attendait. L'un d'eux, manifestement le chef, s'avança. Son visage portait les cicatrices des combats, et ses yeux, ce genre de haine que le temps aiguise. « Spectre One », dit-il en anglais approximatif, « le fantôme qui aurait dû mourir avec son équipe. Vous avez reçu notre convocation. »« Je suis venu pour Omar », répondit Morgan, sa voix portant sur l'air du matin. « Laissez les autres partir. Vous me voulez. Vous m'avez toujours voulu. Une vie pour 14. » Le commandant éclata d'un rire âpre, qui résonna contre les murs du complexe. « Tu crois avoir du levier ? Tu entres chez nous
Tu entres chez nous les mains vides et tu donnes des ordres. Allez, tu vas les regarder mourir, tous. À commencer par le garçon que tu as sauvé avant. Ensuite, tu supplieras qu'on t'achève. 17 secondes, dit Morgane doucement, presque inaudible. Le chef se pencha, intrigué. Quoi ? fit-il. C'est le temps que vous avez pour vous rendre, continua-t-elle en gagnant en force. 17 secondes avant que vous compreniez ce que vous avez fait. 16, 15. La confusion du commandant vira à la rage. Il leva son fusil, pointant l'arme à quelques centimètres de la tête de Morgane. Autour du complexe, plus d'une centaine de combattants resserrèrent la prise sur leurs armes, attendant l'ordre de tirer. 10, poursuivit Morgane. 9, 8. En hauteur, sur une crête, Sanchez était allongé, son réticule centré sur la tête du chef. Dans son oreillette, la voix de Donnelly, calme et mesurée, toutes les équipes en attente sur le signal de Spectre. 5, 4. Le compte de Morgane resta implacable, même avec le canon d'un fusil à portée de gorge. 3, 2. Le doigt du commandant se resserra sur la détente. 1. Le monde explosa. Non pas dans le chaos, mais dans une symphonie de précision. La balle de Sanchez frappa le chef en pleine tête avant qu'il n'ait le temps de tirer. Simultanément, 11 autres tirs claquèrent depuis les positions dissimulées. Chaque coup toucha sa cible. Les lignes extérieures des insurgés s'effondrèrent en moins de 5 secondes, abattus avant même d'avoir compris ce qui se passait. Mais Morgane bougeait déjà. Au moment où Sanchez tira, elle roula sur le côté, sa main trouvant le pistolet dissimulé dans le creux de son dos. 3 tirs, 3 cibles, exécutées avec la même économie de mouvement qui avait fait sa légende. Elle traversa l'entrée du complexe comme l'eau contourne les rochers, se fondant dans la confusion et les corps tombés. À l'intérieur, les sirènes hurlaient, les combattants se dispersaient, paniqués, cherchant à se défendre, mais leur piège s'était transformé en cage. Chaque issue qu'ils avaient verrouillée pour empêcher la fuite les canalisait désormais vers des couloirs de tir où les équipes de Donnelly les attendaient. Les hauteurs qu'ils occupaient pour contrer une attaque aérienne les exposaient à présent à la précision chirurgicale d'opérateurs qui avaient passé 2 jours à cartographier chaque angle. Morgane progressait à travers le labyrinthe de couloirs, son plan mental la guidant vers la zone de détention. Derrière elle, l'élimination se poursuivait, méthodique, silencieuse, sans l'hystérie d'un affrontement, juste la rigueur glaciale d'une opération parfaitement exécutée. Elle les trouva dans une cave, 14 silhouettes tassées dans l'obscurité. Omar était là, plus l'enfant de 8 ans qu'elle avait porté dans ses bras, mais un jeune homme aux yeux brûlants de la même détermination. À côté de lui, Layla, la jambe marquée de vieilles cicatrices datant du jour où Ravenfall avait changé leur vie. Et 12 femmes, des enseignantes dont le seul crime avait été de croire que les filles avaient droit à la lecture. « Je t'ai dit que je veillerais toujours sur toi », murmura Morgane, sortant de sa veste une pince coupante. Les yeux d'Omar s'écarquillèrent, puis s'embuèrent. « Spectre, ils ont dit que tu étais morte. Ils ont dit... » coupa Morgane, tranchant les chaînes. « Tout le monde peut marcher ?» L'extraction qui suivit fut tout ce que Ravenfall n'avait pas été. Pas de sacrifice désespéré, pas de miracle arraché à la mort, juste 14 civils progressant à travers un complexe vidé de résistance, protégés par des opérateurs qui avaient appris du passé. Sanchez et Monroe couvraient à la retraite, Donnelly coordonnait les mouvements, et chaque membre de l'équipe accomplissait sa part avec la précision d'une montre suisse. Ils atteignirent le point d'extraction, un plateau où 2 hélicoptères attendaient, rotors déjà lancés. Pendant que les civils embarquaient, Morgane compta, par réflexe, 13, 14. Tous étaient là. Cette fois, personne ne resterait derrière. Mais au moment de monter à bord, un mouvement périphérique la figea. Un jeune insurgé, à peine 16 ans, titubait hors d'un abri effondré. Du sang couvrait la moitié de son visage, et ses mains tremblaient tandis qu'il levait un vieux fusil AK-47, hésitant entre Morgane et l'hélicoptère plein de civils. Le temps se ralentit. Elle pouvait dégainer, tirer, l'abattre avant qu'il ne stabilise sa visée. Chaque réflexe, chaque fibre de son entraînement hurlait de le neutraliser. Mais elle vit ses yeux. Pas la haine, pas la foi aveugle, juste la peur. La même peur qu'elle avait lue dans ceux d'Omar 10 ans plus tôt. Alors, Morgane fit quelque chose qui entrait et définirait le reste de sa vie. Elle abaissa son arme et parla en pachto. « Rentre chez ta mère. » Le garçon trembla.
le doigt crispé sur la détente. Autour d'eux, les armes de son équipe suivaient le moindre de ses gestes. Un mot de Morgane, et il disparaîtrait dans un souffle. Mais elle maintint la main levée, leur interdisant de tirer. « Cette guerre a déjà pris assez d'enfants, » poursuivit-elle, toujours en pachto. « Rentre. Vis. Choisis une autre voie. » Un silence suspendu, 2 êtres séparés par 20 pas, et toute une vie de choix différents, le fantôme américain et l'enfant soldat. Puis le fusil tomba, ballant dans les mains du garçon. Il recula, fit demi-tour et s'enfuit dans les ombres du matin. « Embarquement !» cria Donnelly. Morgane se retourna. Toute son équipe la regardait, sidérée, admirative. Sanchez tendit la main et la hissa dans l'hélicoptère tandis que les rotors hurlaient. En s'élevant dans le ciel, Morgane jeta un dernier regard au complexe où elle avait tout perdu 10 ans plus tôt. La fumée montait des feux départ. Mais la mission était accomplie. Aucune perte américaine. 14 vifs sauvés. Le fantôme de Ravenfall était revenu, non pour se venger, mais pour se racheter. Le vol du retour se fit dans un silence presque sacré, seulement troublé par le battement régulier des pales. Omar s'assit à côté d'elle, glissant sa main dans la sienne, la même confiance que celle d'un enfant de 8 ans, mais inversée. Car maintenant, c'était elle qui semblait avoir été sauvée. C'était lui qui offrait maintenant du réconfort, conscient du poids de ce qu'elle venait d'accomplir. Le garçon au fusil, murmura Léla d'une voix brisée. Elle parlait pour la première fois. Pourquoi ne l'as-tu pas abattu ? Morgane resta un long moment silencieuse, le regard perdu sur les montagnes qui déroulaient leur profil sous l'hélicoptère. Quand elle répondit, sa voix portait une décennie de sagesse et de douleur accumulée. « Parce que j'en ai déjà tué assez, » dit-elle doucement. « Parce que chaque combattant ennemi a d'abord été l'enfant de quelqu'un. Et parfois, choisir de ne pas appuyer sur la détente quand on le peut est plus difficile que de tirer quand il le faut. » Les appareils posèrent leurs patins sur une base avancée où, officiellement, ils n'auraient jamais dû figurer. Les civils furent pris en charge, identité recréée, relogement organisé dans des lieux hors de portée des insurgés. Les opérateurs se dispersèrent ensuite, retournant à des existences où cette mission n'existerait que dans les mémoires et dans les liens noués sous le feu. Puis vinrent les adieux. Omar se tint face à Morgane, à présent à sa hauteur d'homme. Son visage cherchait des mots que la gratitude n'autorise pas toujours. « Tu m'as donné la vie 2 fois, dit-il enfin. « Comment te le rendre ? Tu l'as déjà fait, répondit Morgane. Chaque fille qui a appris à lire dans ton école, chaque esprit que tu as ouvert, chaque vie que tu as changée, voilà ta dette remboursée. » Elle fit une pause, puis ajouta « Continue d'enseigner, Omar. C'est ainsi qu'on gagne vraiment cette guerre. » L'équipe se dispersa dans l'heure qui suivit. Monroe étonna tout le monde en serrant Morgane dans ses bras, murmurant « Merci de m'avoir montré ce qu'est la vraie force. » Sanchez se tint au garde-à-vous et rendit un salut impeccable. Pas besoin de mots entre des guerriers qui avaient partagé le même creuset. Donnelly fut le dernier à s'éloigner. Il tendit à Morgane une enveloppe, usée, officielle. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. « Tes papiers de discharge, » répondit-il. « Les vrais. Il semble qu'il y ait eu une erreur administrative il y a 10 ans. Master Chief Morgane Reed n'a jamais été officiellement déclarée morte, seulement portée disparue. Ces papiers rendent ta retraite officielle, avec tous les honneurs et droits. » Morgane fixa le document, son nom imprimé sur du papier officiel pour la première fois depuis une décennie. C'était la résurrection d'une identité qu'elle croyait perdue. « Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Dis que tu retourneras sauver des vies à l'urgentiste, répondit Donnelly. Dis que tu trouveras un peu de paix. Dis que tu nous laisseras t'offrir une bière au Harbor Line quand on rentrera. 6 mois plus tard, Morgane était chez elle à Seattle, entourée de cartons, prête à déménager. L'hôpital lui avait proposé une promotion, chef du service traumatologie, chargé d'élaborer de nouveaux protocoles pour la prise en charge des blessures de combat dans le civil. Plus de responsabilité, plus de visibilité, la fin de l'existence anonyme qu'elle avait choisie. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu, un préfixe international. « Bonjour, Miss Specter », dit une voix jeune, hésitante, anglaise cassée par un accent. « Je m'appelle Fazila. J'étais élève à l'école d'Omar. Je voulais vous dire que j'ai été accepté en médecine à Londres, bourse complète. »
Morgan s'affaissa sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille, tandis que Fazila continuait. Omar m'a dit que vous étiez une infirmière qui sauvait des vies. Il a dit que les femmes peuvent être des guerrières autrement. Je veux être comme vous, sauver des vies, pas les prendre. Merci d'avoir sauvé nos professeurs. Merci de nous avoir montré que la force a plusieurs visages. Lorsque l'appel se termina, le crépuscule enveloppait l'appartement. Sur la table basse, 3 objets, la Challenge Coin que Donnelly lui avait donnée, une photo de son ancienne équipe de la Shadow Group et une nouvelle photographie des 14 enseignantes et élèves devant l'école reconstruite. Omar et Leila occupèrent le centre du cliché, tout sain et sauf. Son téléphone vibra encore, un texto de Sanchez. Dîner d'équipe au Harbor Line, demain, 19h. C'est un ordre, Master Chief. Un vrai sourire fendit enfin le visage de Morgan. Elle tapa, bien reçu. La première tournée est pour moi. La nuit tomba sur Seattle. Morgan Reed, infirmière urgentiste, ancienne tireuse d'élite de la Shadow Group, indicatif Spectre One, se préparait à une vie nouvelle. Une vie où elle n'aurait plus à cacher qui elle avait été, où le passé la guiderait plutôt que de la hanter, où les compétences qui l'avaient rendue légendaire sur des théâtres lointains deviendraient des outils pour guérir. Pourtant, sur le plan de travail de sa cuisine, à côté de sa carte d'hôpital et de ses clés de voiture, reposait une feuille de papier qui indiquait que l'histoire n'était peut-être pas tout à fait terminée. Un pli arrivé le matin même, déposé sans attendre une signature. L'en-tête appartenait à une organisation qu'elle connaissait bien, une structure qui n'existait pas officiellement et traitait des problèmes que personne n'osait affronter au grand jour. Le message était bref, Spectre One, vos compétences uniques nous sont nécessaires. Statut consultant uniquement. Deniabilité totale. Intéressé, Crossroad. En dessous, une série de coordonnées. Pas en Afghanistan cette fois, mais plus près, là où des enfants étaient trafiqués, là où les autorités conventionnelles ne pouvaient ou ne voulaient pas agir, là où un fantôme pouvait faire la différence. Morgan prit la feuille et la scruta sous la lampe. Elle pensa à Fazila, à Omar et Leila, à l'enfant soldat qu'elle avait laissé partir, à toutes ces vies qui tiennent parfois à une seule décision. Elle porta la main vers son téléphone, hésita un instant, puis, à travers la grande baie vitrée de son appartement, Morgan contemplait les lumières de Seattle s'étendre jusqu'à l'horizon. Là-bas, quelque part dans cette mer de néon, Sanchez et les autres poursuivaient leur vie, transformée à jamais par une mission qui, officiellement, n'avait jamais existé. Quelque part, Donnelly racontait sûrement ses histoires de guerre à de jeunes opérateurs en gommant soigneusement les passages classifiés. Ailleurs, Monroe formait peut-être de nouvelles officières, leur apprenant que la véritable force se décline en 1000 formes. Et plus loin encore, des enfants souffraient, attendant que quelqu'un possède à la fois les compétences et la volonté de les sauver, quelqu'un capable d'être un fantôme quand il le fallait, une guerrière quand c'était nécessaire, une guérisseuse quand c'était possible. Morgan replia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche de sa veste. Demain, elle reprendrait son service à l'hôpital, sauvant des vies sous la lumière crue des urgences. Mais ce soir, elle avait un appel à passer, parce que certaines batailles ne se terminent jamais. Elle change simplement de champ de guerre. Elle composa le numéro de mémoire, une seule sonnerie, puis la ligne s'ouvrit. Crossroad, ici Spectre. Je suis intéressé. En prononçant ces mots, son reflet se dessina dans la vitre. Pas celui de l'infirmière épuisée du Harbor Line, ni celui de la tireuse d'élite légendaire de Ravenfall, mais celui d'une femme nouvelle. Une femme qui avait compris que la vraie force ne réside pas dans la capacité de tuer, mais dans la sagesse de choisir quand ne pas le faire. Une femme consciente que les batailles les plus dures se mènent à l'intérieur, et que les plus grandes victoires sont celles que personne ne voit. Après tout, murmura-t-elle en terminant l'appel, chaque fantôme a besoin d'une raison d'exister. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, comme des étoiles tombées sur la terre, chacune représentant une vie, une histoire, une chance de rédemption ou de perte. Et quelque part parmi elles, se mouvant entre lumière et ombre, entre passé et avenir, entre guerre et paix, un fantôme se préparait à marcher de nouveau. Pas le fantôme de la vengeance, ni celui de la violence, mais celui de la protection, du sens retrouvé. Pas le spectre qui hante, mais celui qui veille. Pas le fantôme de ce qu'elle avait été, mais de ce qu'elle avait choisi de devenir. Spectre One était morte. Longue vie à Spectre One. Et si cette histoire s'achève ici,
Le voyage, lui, ne fait que commencer. D'autres missions, d'autres âmes à sauver, d'autres ombres à traverser attendent déjà. Merci d'avoir suivi cette histoire. Abonnez-vous, laissez un signe de soutien et retrouvons-nous dans la prochaine aventure. Car certains fantômes ne cessent jamais de protéger le monde.